Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Semaine décisive pour l'Ukraine. Les pourparlers entre les équipes américaines et ukrainiennes commencent aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il faut à tout prix que les Américains reviennent à bord, reviennent en soutien de l'Ukraine. Il faudrait surtout que l'Union européenne et la France soient autour de la table des négociations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je veux quand même dire que de ce point de vue-là, c'est un échec assez retentissant de la politique qui a été mise en place par le président de la République depuis maintenant plusieurs années, puisqu'on a l'impression que ces discussions, elles se font entre les Américains et les Russes, entre les Américains et les Ukrainiens. C'est de la faute d'Emmanuel Macron ? En tout cas, la politique qu'on a mis en place depuis maintenant le déclenchement de la guerre par la Russie, c'est une politique qui a conduit aujourd'hui à une situation dans laquelle on est un petit peu hors jeu du point de vue des négociations qui sont en cours. Mais pourtant, Emmanuel Macron est allé à Washington. Emmanuel Macron qui gesticule, ça m'a pas échappé. Mais a régulièrement Donald Trump ou Volodymyr Zelensky au téléphone. Enfin, écoutez, madame, pardonnez-moi, mais c'est factuel. Aujourd'hui, il va y avoir en Arabie Saoudite des négociations et autour de la table, vous allez avoir des représentants du président américain et des représentants du président ukrainien. Et la semaine dernière, on a eu des discussions directes entre la Russie et les États-Unis. Et pour l'instant, malheureusement, et je le regrette, je le déplore, on est hors jeu. Maintenant, soyons constructifs, on va dire, et manifestement, il y a la possibilité d'arriver, en tout cas, ça a l'air d'être ce sur quoi ces discussions peuvent aboutir à une trêve incomplète, sans doute insatisfaisante parce qu'elle ne serait pas complète, qui peut être une première étape vers ce qui doit être, à mon avis, notre priorité à tous, c'est-à-dire un cessez-le-feu et des négociations qui permettent un accord de paix, qui soit un accord de paix juste et un accord de paix durable. Ça doit être ça l'objectif sur lequel on doit travailler. Et j'observe, et ça m'a un peu choqué, que dans l'intervention du président de la République la semaine dernière, en vérité, on a très peu parlé d'Ukraine et on a très peu parlé de quelles seraient les conditions d'un accord de paix juste et acceptable. On va revenir sur la prise de parole du président de la République. Mais d'abord, votre diagnostic sur la situation, il faut que vous nous expliquiez ce que Jean-Luc Mélenchon a voulu dire sur son blog le 1er mars, la semaine dernière, à 7h, écrivait Jean-Luc Mélenchon, la guerre d'Ukraine est perdue par les Européens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez l'impression qu'elle est gagnée ? Enfin, depuis 3 ans, j'entends à chaque fois que nous sommes interrogés sur le sujet, je l'ai été y compris sur ce plateau par vous-même, nous disions il faut sortir de cette illusion de la victoire militaire et il faut ouvrir la possibilité de négociation le plus rapidement possible. Il y a deux choses. Nous disions ça à l'époque. Il y a la question de la défaite. Et puis, quand nous disions ça à l'époque, on nous disait oh là là, on nous faisait des accusations grotesques en poutinisme ou je ne sais quoi, vous voulez capituler, etc. Il faut gagner par la voie militaire et on va obtenir le retour des troupes russes sur les frontières de la Russie. La situation sur le front aujourd'hui n'est pas celle-là, je suis forcé de le constater. Donc oui, dans ce point de vue-là, c'est pas une grande victoire pour la politique qui a été celle des Européens. Gagner militairement, effectivement, c'était un objectif. Empêcher que les troupes russes progressent, ça le reste encore. L'ambassadeur de France en Ukraine, Gaël Vessière, était à votre place hier et lui, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout, la même analyse que vous. Écoutez. Depuis le terrain, et puis en tant que diplomate, moi ce que je vois surtout, c'est que la Russie a déjà perdu cette guerre. Elle contrôle 20% du territoire ukrainien. L'Ukraine est un très grand pays, mais depuis 3 ans, c'est quand même pas un résultat militaire faramineux. La raison qui a été avancée par le président Poutine à plusieurs reprises, c'était de lutter contre l'extension de l'OTAN. Et en réalité, des nouveaux pays sont rentrés dans l'OTAN. Parce qu'ils ont peur de la Russie. Et l'OTAN, d'une certaine façon, a trouvé une nouvelle jeunesse ou une nouvelle raison d'exister grâce à cette situation. Donc en réalité, je pense que c'est une défaite stratégique pour la Russie, déjà, cette affaire. Donc vous entendez ce qu'il dit, militairement et stratégiquement, la Russie n'a pas gagné. Mais je suis pas en train de vous dire que la Russie a gagné. Moi, je suis en train de vous dire que... Et vous dites on a perdu. Interrogé sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, que je pense pas qu'on puisse dire que d'un point de vue militaire, l'Ukraine ait gagné non plus. Voilà. Et évidemment, c'est juste. Du point de vue des objectifs qui avaient été affichés par Vladimir Poutine au moment du déclenchement de la guerre, il n'a pas gagné non plus, puisqu'il avait dit qu'en quelques jours, il allait régler le problème. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui. Maintenant, ce qui doit, à mon avis, nous interroger, nous intéresser, nous, et ce sur quoi la France doit jouer un rôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et peut-être qu'il faudrait rentrer un moment dans cette discussion, c'est quelles sont les conditions d'un accord de paix qui est un accord de paix acceptable. Mais notamment dans ces conditions, il faut obtenir un cessez-le-feu. Premièrement, il faut obtenir un cessez-le-feu. Deuxièmement, il faut obtenir la possibilité du retour des personnes qui ont dû partir, les réfugiés. Ce retour, il doit être sécurisé. Troisièmement, il faut trouver
une solution du point de vue des territoires qui aujourd'hui sont occupés par la Russie. J'ai l'impression que tout le monde désormais est prêt à dire que ce sujet n'existe plus. Ben, il existe. Bah non, c'est pas du tout ce cas, parce que justement, pour le cessez-le-feu, il faut avoir à la fois, et Volodymyr Zelensky là-dessus, sur les territoires qui sont occupés par la Russie, on a dit 20% du territoire ukrainien, lui il dit non, il n'est pas question de céder, et c'est ce qui bloque en partie pour l'accord d'un cessez-le-feu aujourd'hui. Moi, la position que nous avons toujours défendue sur ce sujet, elle est très simple, c'est qu'il ne peut pas y avoir de modification des frontières sans consultation des populations concernées. Voilà. Par qui ? Parce que, pardon, il y a eu des référendums russes dans ces territoires-là. Évidemment pas par des référendums russes. Évidemment par, s'il doit y avoir des consultations, elles doivent être organisées par des autorités internationales, par l'Organisation des Nations Unies. L'ambassadeur qui était à votre place hier vous dirait ça aujourd'hui c'est techniquement impossible. Bah, je crois pas que ça soit techniquement impossible. Je vais même vous dire, en 2022, il y a eu des discussions entre la Russie et l'Ukraine. Tout ça est largement documenté, qui d'ailleurs ont échoué parce qu'à l'époque, les Occidentaux ont dit il peut pas être question de faire la paix aujourd'hui, on va gagner par la voie militaire. Et le président Zelensky, à l'époque, avait ouvert la voie à la possibilité de consultation sur ces territoires. Quand même, sur ces consultations, vous vous rendez compte de ce que vous dites, Manuel Bompard. Vous dites en fait à un pays qui a été envahi, bah en fait, pour savoir si vous allez récupérer vos territoires, on va faire une grande consultation des populations. Mais madame, j'observe que dans la discussion aujourd'hui, ce sujet n'est pas traité. Parce que ceux qui sont en train de négocier, vous m'avez donné la position de l'Ukraine, mais la position des États-Unis aujourd'hui et même la position des Européens n'est plus la position qu'ils exprimaient encore il y a quelques mois, qui consistait à dire il n'est pas question de remettre en cause la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Clairement, ce que disent les Américains, c'est il n'est pas de question de revenir sur les frontières d'avant 2014. Eux, carrément, ils disent ils sont sur la ligne de Poutine. Donc pardonnez-moi, moi je suis pas sur la ligne de je cherche une solution qui permet à l'Ukraine d'avoir la possibilité de conserver son intégrité territoriale. Donc j'ai pas l'impression que ma position soit une position vous dites pas non plus l'Ukraine doit maintenir ses territoires et c'est pas non négociable. Parce que j'essaye de tenir compte d'abord parce que c'est pas à moi de le décider et c'est quand vous êtes sur des négociations pour un accord de paix, évidemment c'est les parties qui sont belligérantes qui doivent déterminer quelles sont les conditions acceptables d'un accord de paix, certainement pas à moi. Et moi je dis qu'on ne peut pas accepter que les territoires passent sous contrôle russe sans aucune discussion. Voilà la position que je suis en train d'exprimer. Donc me faites pas croire, me faites pas passer pour quelqu'un qui consisterait à demander à ce que la Russie puisse prendre possession de ces territoires, parce que c'est précisément la position inverse que je suis en train d'exprimer. Autre point, Manuel Bompard, vous nous disiez tout à l'heure que parmi les conditions très importantes, il y avait le retour en sécurité, je vous ai bien écouté, des réfugiés ukrainiens. Ça suppose la sécurité, des garanties de sécurité. Exactement. Or, quand l'Europe propose des garanties de sécurité, avec notamment l'envoi de troupes, parce qu'il en faut bien sur place pour assurer la sécurité, vous dites non. Non, j'ai pas. Attendez, vous avez tout à fait raison. Si j'avais continué un peu la liste des conditions, de mon point de vue, nécessaires à un accord de paix juste et durable, j'étais sur la question des territoires. Le sujet suivant, c'est des garanties de sécurité. C'est-à-dire, il faut que cette paix, elle soit durable. Elle ne peut pas se traduire par quelque chose qui va durer quelques semaines, quelques mois, et que chacun reconstitue ses capacités militaires pour déclencher la guerre après, parce que sinon, on n'a pas régler le problème de manière durable. Donc ça passe par des garanties de sécurité mutuelles. Là aussi, reconnaissez que c'est une position que nous, la France Insoumise, nous défendons depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous disons à chaque fois il doit y avoir un accord de paix, ça passe par une solution sur les territoires occupés et ça passe par des garanties de sécurité mutuelle. Alors, les troupes... Quelles peuvent être ces garanties de sécurité mutuelle? C'est ça ensuite la question qui nous est Par exemple, des missiles antimissiles. Missiles antimissiles. Mais alors voilà, je vais vous dire précisément mon point de désaccord avec le président de la République et ce qu'il dit aujourd'hui. Si vous voulez des garanties de sécurité, ça ne doit pas passer par une montée en puissance des armements des uns et des autres. Ça doit passer au contraire par une politique de désarmement. Je voulais être sur ce point parce que c'est important. C'est très important. Je lisais le blog de Jean-Luc Mélenchon à 2 reprises ces derniers jours. Jean-Luc Mélenchon parle de l'installation en 2012 de missiles antimissiles sur le territoire polonais notamment, qui, selon lui, menace le territoire de la Russie. Il faut que vous nous expliquiez en quoi des missiles antimissiles, qui sont censés défendre un territoire, constituent une menace contre la Russie. C'est vrai pour la Pologne, c'est vrai pour l'Ukraine. Mais c'est vrai aussi pour l'Ukraine vis-à-vis d'installation de missiles antimissiles par les Russes à leurs frontières. Ne me faites pas défendre une position qui n'est pas la mienne. Je vous dis juste, je pense que c'est assez clair pour les gens qui nous écoutent. Là, c'est pas clair pour moi en tout cas. Attendez, je vais vous répondre, vous verrez, ça sera clair. Les missiles antimissiles menacent le territoire russe. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas clair. Mais je pense que si on parle de garantie de sécurité mutuelle, c'est-à-dire que notre objectif,
c'est pas que la guerre se redéclenche demain. Alors ce que vous devez obtenir comme résultat, c'est une baisse des armements des uns et des autres, pas une augmentation. Et là, on ne parle pas d'armes offensives, on parle d'armes défensives. Mais les c'est pareil, missiles quand vous anti-missiles. oui, d'accord, mais quand vous installez des capacités de lancement de missiles sur des frontières, vous menacez le territoire des autres. Et c'est vrai. Anti-missiles, encore une fois, qui sont là pour protéger les populations civiles. C'est pas pour attaquer, c'est pour défendre. Les infrastructures Là, civiles. vous me parlez d'autre chose. Vous me parlez d'une décision qui a été prise en 2012, je crois, oui. D'installer des missiles antimissiles en Pologne. Là, le point de départ de la discussion... Je vous parle d'une déclaration de la semaine dernière de Jean-Luc Mélenchon. J'entends bien. Le point de départ de la discussion, excusez-moi, c'était quelles sont les garanties de sécurité sur lesquelles on doit travailler. Donc, de mon point de vue, les garanties de sécurité sur lesquelles on doit travailler, ça doit passer par du désarmement, pas par du surarmement des uns et des autres. Parce que si la logique dans laquelle on rentre, c'est les Russes vont s'armer encore plus, et la seule garantie de sécurité qu'on a ils s'arment encore plus. Aujourd'hui, c'est 40% et donc du PIB. ils vont continuer à le faire. Et nous, la seule réponse qu'on a à apporter, c'est nous aussi, on va s'armer encore plus, du point de vue de faire disparaître le spectre, la menace de la guerre. Excusez-moi, vous n'allez pas dans cette direction. En ce qui concerne l'Ukraine, juste remettons le débat au centre. Je pense que c'est ça dont on est en train de parler. Oui, pour les garanties de sécurité. Là, on ne parle pas de la défense européenne, on va en parler tout à l'heure. Juste sur les garanties de défense, de sécurité de l'Ukraine, l'envoi de troupes européennes, vous dites non. Pourquoi ? Non, alors ensuite, je dis... il peut y avoir... C'est ce que dit Poutine aussi, il veut pas non plus. Non mais attendez, moi je suis en opposition avec Vladimir Poutine, donc je n'ai pas dit non. J'ai dit une chose très simple, elle va être très simple à comprendre. Je suis favorable, si c'est nécessaire, à ce qu'il puisse y avoir des forces de maintien de la paix, c'est-à-dire des forces qui sont présentes sur place pour garantir le respect d'un accord de paix. Et je pense qu'elles doivent être sous mandat de l'ONU. Je pense qu'elles doivent être sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Voilà précisément ce que je suis en train de dire. C'est simple. Donc je suis pas opposé au principe d'avoir des troupes de maintien de la paix, et je pense qu'elles ne peuvent être sur place qu'à partir du moment où elles sont sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Vous disiez en début d'entretien, ça va pas parce que les Européens ne font pas partie des négociations, on peut rien dire. Mais si les Européens sont pas là pour amener des garanties de sécurité, on sert à quoi ? On n'aura pas notre place autour de la table. Mais précisément, madame, je suis pas en train de vous dire que je suis pas pour amener des garanties de sécurité. Ensuite, on peut discuter quelles doivent être ces garanties de sécurité. Et je pense que il faut aussi comprendre que le principe de garantie de sécurité, c'est de faire en sorte qu'elle soit crédible. C'est-à-dire faire en sorte à la fin que personne ne reprenne la guerre. Bon, je pense que nos garanties de sécurité, elles sont plus crédibles si, par exemple, ces troupes de maintien de la paix, elles sont sous mandat de l'Organisation des Nations Unies parce qu'elles mobilisent la communauté internationale dans son ensemble, que si c'est des troupes françaises ou des troupes franco-britanniques. Parce qu'alors, c'est des garanties de sécurité qui sont moins puissantes. Donc notre objectif, ça doit être... évidemment. Si vous avez l'ensemble de la communauté internationale qui est associée à l'accord de paix et qui s'engage à le faire respecter, ça a plus de poids que si c'est seulement la France ou la Grande-Bretagne qui le fait. Je pense que tous les gens qui nous écoutent le comprendront. Manuel Bompard, on vous retrouve juste après le fil info 8h45, Maureen Sugnard. Un marin est porté disparu après cette collision en mer du Nord hier. Collision entre un cargo et un pétrolier. Les associations environnementales s'inquiètent aussi des conséquences. Un réservoir contenant du kérosène a été brisé. Le cargo transportait aussi un gaz inflammable et très toxique. Il s'agit de la plus vaste attaque depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Plus de 330 drones ukrainiens ont visé des régions russes la nuit dernière, dont 91 dans la région de Moscou, ce qui est très rare. Des délégations ukrainiennes et américaines négocient aujourd'hui en Arabie Saoudite. Quant en France, Emmanuel Macron réunit les états-majors de 30 pays. Les cas de rougeole augmentent en France, déjà un peu moins d'une centaine. Cette année, la maladie particulièrement contagieuse provoque de la fièvre et des boutons et peut entraîner des complications. Les autorités de santé appellent à la vaccination. Et puis c'est le match de la saison pour le PSG, les Parisiens qui jouent contre Liverpool ce soir à partir de 21h. Ce sera bien sûr à suivre sur France Info. Match retour de 8e de finale de la Ligue des champions de foot. Au match aller, ils ont perdu 1-0 à domicile. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Emmanuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Vous nous disiez tout à l'heure être en opposition, je vous viens d'écouter, avec Vladimir Poutine. Vous continuez à la France Insoumise de raisonner en termes de non-alignement, terme hérité de la guerre froide. Est-ce que ça a encore du sens quand la Russie et les États-Unis se rapprochent? Plus que jamais. Je veux dire, s'il y a un moment dans l'histoire où le principe du non-alignement a un sens, c'est bien maintenant. Et le non-alignement, pour que les choses soient claires et que ça évite parfois un peu de la désinformation que je peux entendre sur un certain nombre de plateaux de télévision, ça se résume à une formule très simple que tout le monde va comprendre. Ni Trump, ni Poutine, la paix
Voilà, ça c'est la position de la France insoumise. Et comme j'entends parfois sur certains plateaux essayer de faire des rapprochements entre la position de la France insoumise et la position du Rassemblement national, vous allez voir ici il y a une divergence majeure, parce que un Rassemblement national, il a déjà affiché à plusieurs reprises ses complicités avec le pouvoir russe, et il a dit son admiration pour le nouveau pouvoir américain de Monsieur Trump. En quelque sorte, le Rassemblement national, c'est et Trump et Poutine. Et la position de la France insoumise, c'est le non-alignement, c'est-à-dire que la France doit dire ni Trump ni Poutine. Sauf que ça a des conséquences directes sur la France, sur l'Union européenne non alignée. C'est quoi? C'est quitter l'OTAN, même dans le contexte actuel? Mais évidemment parce qu'on est avec les Américains. Hein. Mais évidemment qu'il faut quitter l'OTAN. Là maintenant? Et ça se prépare, ça se fait pas de manière immédiate, mais évidemment que c'est le chemin qu'on doit prendre. On doit commencer par se retirer du commandement militaire intégré de l'OTAN. D'ailleurs, ça avait été fait en France et c'est Monsieur Sarkozy qui nous avait ramené dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Mais vous considérez que, au vu de la scène que tout le monde a vue de Monsieur Trump et de Monsieur Zelensky à la Maison Blanche, vous considérez qu'on peut croire ou faire penser aujourd'hui que les États-Unis restent un allié sur lequel on peut compter? Mais quitter l'OTAN maintenant, prendre cette décision, c'est pas totalement irresponsable au regard de la menace russe? Je vous ai dit précisément, mais vous semblez sous-estimer la menace de Monsieur Trump. Vous mettez au même niveau les deux menaces? Mais vous considérez déjà qu'il y a une menace américaine et en plus vous les mettez au même niveau? Je sais pas ce que ça voudrait dire les mettre au même niveau, il faudrait analyser ça en détail. Mais je pense que on reproche à juste titre à la Russie de mener en France par exemple des campagnes de désinformation. Vous pensez que l'administration Trump ne mène pas en France des campagnes de désinformation? La Russie a une position agressive vis-à-vis d'un certain nombre de voisins. Vous avez l'impression que Monsieur Trump n'a pas une position agressive? Vous mettez un signe égal entre les deux, entre les États-Unis et la Russie? Je suis pas en train de mettre un signe égal, madame. Je suis en train de vous dire, puisque c'était ça le point de discussion, je suis en train de vous dire que considérer qu'on peut rester enfermé dans une alliance militaire, l'OTAN, qui nous rend dépendants des États-Unis d'Amérique dans la situation internationale que l'on connaît, c'est irresponsable. Enfin, quand même, est-ce que vous savez que dans cette alliance militaire, les États-Unis ont un monopole sur le renseignement, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent garder leurs propres renseignements, et nous, on est dépendants de leurs renseignements. Vous trouvez que c'est juste pour la France? Mais au sein même de l'OTAN, du coup, le but, c'est pas de prendre plus de poids au niveau européen. Vous l'entendez, c'est ce que disent les dirigeants européens. Précisément, c'est hypocrite. Si on veut prendre plus de poids, les Européens, de manière indépendante et non alignée, en l'occurrence, ça ne doit pas se faire dans le cadre de l'OTAN. Ça doit se faire en dehors du cadre de l'OTAN. Sinon, on reste dans une situation de dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. L'Union européenne, d'après vous, dans quel cadre alors? Avec d'autres, d'abord avec la France, qui a quand même des capacités d'assurer sa propre défense. Mais il faut des alliés dans ce type de situation. Mais évidemment qu'il faut cadre alors? Qu'il faut des alliés. Mais quel cadre? Un cadre de non-alignement, c'est-à-dire avec d'autres puissances. Certaines peuvent être européennes, d'autres peuvent être non européennes. Mais moi, je veux bien qu'on me dise que la solution, c'est l'Europe de la défense. Mais si l'Europe de la défense, c'est à l'intérieur de l'OTAN, et si l'Europe de la défense, c'est avec des pays aujourd'hui qui ont des positions en matière de politique internationale qui sont extrêmement différentes, c'est pas sérieux, c'est pas crédible. L'important quand même, pour ne pas caricaturer les positions des uns et des autres, on entend un certain nombre de personnes qui disent qu'il faut s'appuyer sur l'Union européenne pour la politique industrielle, par exemple, qu'il faut s'appuyer sur le traité de l'Atlantique Nord et l'organisation qui en découle, l'OTAN, pour ce qui est des infrastructures militaires et de la coopération. Tout ça, tout est à jeter dans les institutions qui existent aujourd'hui, l'UE, l'OTAN. Mais je n'ai pas dit que tout était à jeter. Je dis qu'il faut sortir d'une forme d'hypocrisie et de double discours. C'est-à-dire que depuis 10 jours, on entend en Europe, oui, il faut sortir de la tutelle américaine, etc. Et dans le même temps, on continue à commander du matériel militaire à plus de 50% aux États-Unis d'Amérique, et c'est pas qu'un problème de dépendance. Vous savez que ça change pas en un claquement de doigts. D'accord, madame, mais les contrats qui ont été menés, des gens qui continuent à vouloir, par exemple, s'équiper avec Starlink, dont tout le monde connaît les liens d'Elon Musk avec le nouveau pouvoir américain. Pardon, une politique d'indépendance, c'est pas une politique dans laquelle chaque décision constitue un pas de plus pour se mettre dans la main des États-Unis d'Amérique. Donc oui, il faut une position d'indépendance. C'est une chose, effectivement, sur l'Europe de la défense, voir comment on fait progresser notre défense française et notre défense européenne. Mais quand même, Manuel Bompard, c'est intéressant de vous entendre sur cette menace russe, parce que le président de la République, il a été explicite. Il y a une menace russe directe sur la France.
Vous n'êtes pas d'accord? Mais non, mais que la Russie mène des campagnes agressives de déstabilisation, y compris en France, avec, je le disais tout à l'heure, sur le plan de la cybersécurité, sur le plan des attaques de désinformation, je pense que ça c'est assez largement documenté. Je disais tout à l'heure, ils en ont pas le monopole, mais évidemment que ça existe. Maintenant, essayer de faire croire, comme le président de la République et un certain nombre de ses soutiens le font, qu'en quelque sorte, dans quelques jours, les troupes russes pourraient attaquer la France et les chars russes allaient passer les frontières françaises. Il a dit que je n'ai pas dit qu'il avait dit ça. Non, je dis qu'il le fait croire. Pas de le faire croire. Il a dit précisément la Russie consacre 40% de son PIB à son armée. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Écoutez, il a laissé entendre et un certain nombre de dirigeants proches d'Emmanuel Macron ont dit des phrases du type Monsieur Barrot, ministre des Affaires étrangères, chaque jour qui passe, le front se rapproche des frontières françaises. Et je sais bien et je vois bien, parce que je ne suis pas naïf, à quel point il y a une tentative de faire peur pour ensuite faire accepter en France des politiques, y compris des politiques de régression sociale que personne ne veut. Donc, cueillez... Mais alors, vous parlez de quoi, justement? Allons-y directement. Il faut financer la défense. Quand vous dites que Emmanuel Macron veut faire peur et donc, du coup, il veut faire passer des mesures, vous pensez à quoi? J'ai entendu les retraites, j'ai entendu... C'est pas lui? C'est pas le gouvernement. On avait Éric Lombard, le ministre de l'économie, la semaine dernière. Il a dit il est hors de question de toucher aux dépenses sociales. Celui qui dit ça, c'est Gilles Berset, le président du corps. Qui a été installé par qui? Non, mais le corps est indépendant. À la place de qui? Non, mais attendez, madame. L'ancien président du corps... Le conseil d'orientation des retraites. L'ancien président du conseil d'orientation des retraites a été limogé et il a été remplacé par un monsieur Sète, qui est un économiste proche d'Emmanuel Macron et qui nous dit maintenant c'est quand même indécent d'envisager une remise en cause de l'âge de départ à la retraite à 64 ans dans ce contexte. Et un certain nombre de propos sont tenus, peut-être pas par le président de la République lui-même, par des dirigeants macronistes qui consistent à dire dans cette situation, va falloir faire des efforts, va falloir travailler plus longtemps, etc. Enfin, vous les avez entendus comme moi. Ne faites pas comme si je les inventais. Ça vient pas du gouvernement en tout cas, et ça vient pas du président. Peut pas y avoir, ça vient de certains membres du gouvernement. Est-ce qu'il peut pas y avoir un équilibre entre, d'une part, des gens qui disent en effet, on ne faut pas toucher aux retraites, mais par ailleurs, il faut faire un effort sur la défense, sans forcément mais on fait des vases communicants. Alors posons cette question-là si vous voulez, mais vous aurez remarqué qu'on fait déjà un effort sur la défense, puisqu'en 10 ans, le budget de la défense va doubler. Donc après, est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas? En fait, il faudrait dire pourquoi faire. Si la menace dont on est en train de parler, c'est une menace cyber, c'est une menace dans l'espace, c'est une menace de déstabilisation. Pardon, on répond pas aux campagnes de fake news avec des chars, des obus et des missiles. On répond pas aux problèmes de cybersécurité avec des chars, des obus et des missiles. On répond à ça en augmentant nos capacités de défense en matière de cybersécurité. Vous connaissez aussi les capacités de dissuasion, ça compte, ça aussi, dans des rapports de force. La France possède déjà une capacité de dissuasion nucléaire. Vous croyez que plus de chars, plus d'obus, ça renforce notre capacité de dissuasion alors qu'on bénéficie déjà de la dissuasion nucléaire? Je ne le crois pas. Donc tout ça pour dire, j'essaye de répondre clairement à votre question. Avant de dire qu'il faut augmenter les dépenses militaires, il faudrait dire pourquoi faire, dans quelle proportion, dans quelle mesure ça sert à quelque chose. La défense, ça doit d'abord servir à protéger nos frontières, à protéger nos intérêts. Est-ce que ces intérêts-là, ils sont menacés aujourd'hui? Si oui, alors il faut dire où, et il faut dire pourquoi il faut augmenter le budget de la défense. Mais la course à l'armement à laquelle on assiste, la course au discours belliciste et va-t-en-guerre, le sujet n'apporte aucune réponse. C'est qu'avec le retrait des États-Unis, qui jusqu'à présent réassurait l'Europe dans sa sécurité, la donne a changé, pour la France y compris. Il faut marcher sur nos deux pieds. Mais attendez, mais la France... j'ai entendu le président de la République la semaine dernière dire nous on n'a pas de problème, on a une force, une capacité de dissuasion nucléaire et donc on est capable de se défendre. Donc il faut être un peu cohérent, sinon on est contradictoire. Si la France n'a pas de problème de défense, il faut le dire. Si la France a des problèmes de défense, il faut dire lesquels, il faut dire comment. Si nos voisins ont des problèmes de défense, ça peut être un problème pour nous aussi. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai indiqué que ce risque-là, il fallait le traiter par des garanties de sécurité, que ce soit des garanties de sécurité sérieuses et solides. Mais qu'est-ce que vous proposez? Que la France devienne le nouveau gendarme du monde et prenne la place des États-Unis d'Amérique pour aller partout dans le monde garantir le fait que si une personne est attaquée, c'est la France qui va venir à son secours. Enfin, à un moment, il faut être un peu raisonnable. C'est pour ça que moi, je ne crois pas... Parce que derrière, il y a une question, y compris quasi civilisationnelle. C'est quoi qu'on veut pour l'avenir de l'humanité aujourd'hui? Est-ce qu'on pense que l'avenir de la planète pour les décennies qui viennent, c'est des blocs qui s'arment les uns et les autres de plus en plus puissamment et que ça doit être ça la priorité pour le pays? Je ne le crois pas. Pour la planète, je ne le crois pas. Est-ce qu'au contraire, on n'a pas d'autres grandes priorités aujourd'hui parce que vous n'êtes pas tout à fait au courant de la menace qui pèse sur notre pays? Je dis ça parce que Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, réunit cette semaine, jeudi, les patrons de groupes parlementaires
Il veut vous faire prendre conscience de ce qui se passe J'ai réellement. participé il y a 15 jours à une réunion à l'initiative du président de la République, dont je ne vais pas dévoiler les contours, vous le comprendrez. Le chef d'état-major vous a donné des informations mais qui a commencé confidentielles. par des présentations du chef d'état-major et d'une personne des renseignements. Donc je crois être globalement assez informé de la nature de cette menace, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il fallait sans doute la situer au bon endroit et pas faire croire des choses qui ne correspondent pas à la réalité et qui visent à instaurer sur le pays un climat de peur visant ensuite à légitimer, à justifier une politique de régression sociale. Donc au regard des informations que vous avez reçues lors de cette réunion avec le président de la République, pour vous, en l'état actuel, il n'est pas nécessaire d'augmenter les crédits de la défense. C'est pas ce que j'ai dit, madame. Non, j'essaie de comprendre. J'ai dit, c'est pas nécessaire de partir dans une course à l'armement avec de plus en plus de missiles, de plus en plus de bombes, de plus en plus d'obus. Si la menace dont on est en train de nous parler, elle est de l'ordre de la cybersécurité ou elle est de l'ordre de la déstabilisation de nos démocraties. Parce que si c'est ça la menace, alors on y répond sur ce terrain-là. On n'y répond pas par des choses qui n'ont aucun rapport avec la menace dont on est en train de parler. Voilà, j'essaye d'avoir une position qui est une position cohérente, logique, et je vois bien comment il y a une forme de stratégie du choc, c'est-à-dire allez, tout le monde va avoir peur et maintenant on va vous imposer une politique que vous ne voulez pas. Et ben moi je dis aux gens non, il n'est pas question d'accepter cette politique au nom de cette stratégie du choc. Il nous reste quelques secondes juste pour parler de la marche, les manifestations auxquelles vous appelez le 22 mars, la France insoumise, des manifestations, donc si je reprends les mots du communiqué, contre le gouvernement Bayrou, l'extrême droite et ses idées dans le cadre de la journée internationale de lutte contre le racisme. Bayrou, extrême droite, racisme, vous n'êtes pas en train de tout mélanger? J'observe que depuis maintenant plusieurs semaines en France, il y a enfin ça dure depuis plusieurs mois, mais je trouve que c'est monté en puissance ces dernières semaines. Il y a une banalisation de la parole raciste, il y a une banalisation des pratiques qui sont des pratiques inacceptables. Et je pense qu'il y a plein de gens dans le pays qui sont dans une situation d'angoisse, d'anxiété, qui ont envie de réagir. Et moi, ce que je leur propose, c'est de venir manifester le 22 mars pour réagir face à cette situation. Le temps de la riposte populaire face à la montée de l'extrême droite, face au fascisme, face à la banalisation des discours racistes, il est venu. Et ça a un lien avec la situation internationale. Parce que je disais tout à l'heure, ni Trump, ni Poutine la paix. Et ben cette manifestation, c'est aussi pour dire ni Trump, ni Poutine la paix. Merci Manuel Bompard. Vous étiez l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely, les informer dans quelques instants.